Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de vlog créatif. Moi c'est Audrey, je suis une tricoteuse du sud-ouest de la France et je vous retrouve pour partager sur quelques semaines mes projets créatifs. J'espère que vous allez bien. On est toute fin novembre et je voulais vous montrer un nouveau projet et l'avancée d'un projet en cours. Je porte mon pull Lillehammer qui est un modèle de Ellis Knitwear. Si vous avez vu les vlogs précédents, vous avez peut-être vu que j'en ai tricoté un deuxième pour offrir en cadeau de Noël à ma mère. Il est terminé et il sèche actuellement en théorie. Ça fait quelques jours. C'est un gros pull en déca, tout en jacquard, donc prend du temps. Mais puisque j'ai fini ce projet, je voulais monter un nouveau projet perso plutôt que de finir ce que j'ai déjà en cours évidemment. Et je sais pas, j'ai été prise, j'ai eu envie de me faire aussi à moi un pull de Noël parce que j'ai complètement craqué sur le modèle Northern Augustine's 9 de donc Augustine's, c'est quoi son vrai nom? Attendez. J'ai envie de dire Anne-Sophie quelque chose, mais je ne suis pas sûre. J'ai vu passer ce modèle, il me semble qu'il a été publié assez récemment, de cette créatrice, et donc oui, Anne-Sophie Velling. Donc c'est bien le numéro 9, qui est un yoke tout en jacquard, un peu pull de Noël, voilà, qui ressemble un peu à un autre pull qu'elle a. Elle a un yoke très minimaliste, très joli, avec juste des lignes rouges et des petits nœuds, qui est très joli, mais qui est un peu trop minimaliste pour moi. Parce que d'habitude, j'aime pas trop les motifs de jacquard avec des cœurs, des petits nœuds, etc. Mais là, je sais pas pourquoi. La combinaison avec les motifs ensuite très géométriques, la petite banderole de personnages en dessous sur le corps, j'ai trouvé ça très très chouette. J'ai eu un gros coup de cœur, donc j'ai eu envie de me le faire. J'ai un petit peu hésité au début parce que je vous en ai déjà parlé, moi les pulls à empiècement circulaire, niveau coupe, ça peut pas être terrible, je trouve personnellement, sur moi. C'est une question d'épaule. Donc j'ai un peu hésité, je me disais est-ce que je prends les motifs et je les mets sur, en achetant un patron évidemment, est-ce que je les mets sur une autre construction, le plus simple ça aurait été un pull à épaule tournante comme ça, mais en fait les motifs sont assez fins et verticaux et je sais pas, je pense que la disposition n'aurait pas été top dans cette configuration là avec la ligne au niveau des manches ici. Un raglan ça aurait fonctionné. J'avais pas particulièrement envie de grader tout un raglan en essayant de positionner un motif correctement dessus. Donc je me suis dit bon, j'ai un peu regardé le détail, il n'y a pas énormément d'informations sur les mesures etc. du modèle, mais il m'a l'air gradé correctement, plutôt inclusif. Et quand je regardais en fait la seule mesure qu'on a, à part la circonférence finie, et la longueur, c'est la hauteur la profondeur du yoke, ce qui est assez important à un moment dans le patron. Et donc ça me semblait ok, gérable, en faisant une modification, c'est-à-dire que si c'est un patron qui est prévu avec pas mal d'aisance, qui généralement me va pas trop sur les yokes, mais le col est assez près du cou, ce qui me va très bien. Donc voilà, un truc bien, un truc pas bien. Et je me suis dit que en tricotant la taille 1 pour le haut du yoke, j'allais peut-être réussir à avoir une coupe un peu plus proche de ce qui me plaît d'habitude. Et ensuite, je rattraperai la taille 2, qui est celle qui me correspond, est censée avoir quand même 20 cm d'aisance positive, ce qui est beaucoup. Donc en rattrapant la taille 2, en montant plus de mailles sous les manches au moment de séparer le corps et les manches, ça devrait fonctionner. Le problème de faire ça de manière générale, je vous le conseille, hein, si vous avez des épaules menues et que souvent les yokes, il y a trop de matière là, etc. Ou si vous voulez plus d'aisance que recommandé sur la poitrine, ne prenez juste pas une taille au-dessus sur un yoke parce qu'en haut ça n'ira pas, il y aura trop de matière en haut ici aussi. Donc faire une taille plus petite sur le haut du corps pour un yoke et ensuite monter plus de mailles
Au niveau des emmanchures pour rattraper de l'aisance, ça fonctionne très bien. Il faut juste faire attention au niveau des manches parce que quand vous montez plus de mailles là, bah forcément quand vous reprenez les mailles pour les manches, vous allez devoir relever plus de mailles. Et donc ça perturbe aussi la circonférence de votre tour de bras. Moi, typiquement, j'ai toujours un problème avec des manches trop étroites. Donc pas grave. Là dans ce patron, les manches sont assez larges et la taille 1 et la taille 2 ont le même nombre de mailles pour les manches. Donc si je dois relever la circonférence de cette taille 1 ou 2 m'irait bien, mais si je pouvais avoir la taille 3, ce serait pas plus mal. Donc si en relevant beaucoup plus de mailles pour les manches, je me retrouve avec une taille au-dessus au niveau du tour de bras, ce sera très bien. Je bidouillerai à ce moment-là. L'important pour moi, c'est vraiment que ici, au niveau des épaules, ça tombe joliment, quoi, que ça fasse pas, je sais pas. Mais voilà, comme je vous dis, l'encolure est assez près du cou, donc j'ai quand même un petit espoir que ça fonctionne. J'ai commencé, plutôt que de blablater sans rien vous montrer. J'ai commencé. Où est mon dos? Là. C'est la première fois que je suis un patron de Northern Augustins, enfin de Augustins tout court, je crois que Northern Augustins c'est juste ces gammes de pulls un peu plus nordiques, un peu plus épais. Très, très clair, assez concis à la nordique, hein. Je sais pas d'où elle vient d'ailleurs, mais voilà, il y a un moment où j'ai bugué parce que, oui, elle dit que le marqueur de début de rang est au centre du dos, donc en anglais center back, et elle abrège ça en CB. Et sauf que, comme on est sur un truc en jacquard, elle fait aussi référence à couleur A et couleur B. Donc moi dans ma tête CB c'était couleur B, donc quand elle m'a parlé de marqueur qui est CB, j'ai pas trop compris. Mais c'est bien expliqué dans les abréviations. Donc le patron est concis mais très clair, c'est simple, hein, c'est un yoke. On commence par faire le col, c'est un col qui est assez haut, je l'ai fait même moins haut que ce qu'elle préconise puisque il est doublé, donc on tricote, elle indique de tricoter, ils ont 16 cm, ce qui est replié fait 8 cm, et moi là j'ai un peu plus de 5, j'ai 5 cm et demi, donc, mais ça suffit, c'est bon, j'ai pas non plus envie que... J'ai pas un cou très... Je sais pas si j'ai un cou très haut, j'en ai pas l'impression. Donc j'ai pas envie, ça me paraissait déjà assez bien. J'ai fait le col double, hein, ce qui est assez rare chez moi, mais j'avais bien envie. Je pense que ça ajoutait un peu le poids et la structure qui faisait que j'aimais bien le tombé de ce pull sur elle. Et donc je me dis, je vais pas tendre le bâton pour me faire battre, plus que nécessaire, donc je vais faire le col double. Donc on replie, on fait le col double, ensuite on fait des augmentations des rangs, un petit peu de rang raccourci sur la nuque. Il y a une longue partie du yoke qui se fait dans le coloris principal avant de commencer le motif. Et donc là j'ai fait les 2/3 de la grille. Ensuite il y a une section de ruban et ensuite je vais séparer pour les manches. Alors, j'ai décidé de faire, vous le voyez peut-être, du ladderback pour mon jacquard. Le ladderback, c'est une technique qui est pratique quand on a des longs espaces. Là, vous voyez, là j'ai d'assez longs espaces sans coloris contrastant sur une certaine hauteur. Ça fait quelques années que cette technique est très à la mode et du coup j'avais souvent des gens qui me demandaient est-ce que je peux faire ça, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça sur plein de modèles de jacquard. C'est pas forcément toujours pertinent en fait. Si vous avez juste un rang où vous avez un long fil, ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas le faire puisque le temps de mettre en place le ladderback ça ne fonctionne pas. Il faut au moins 3 rangs, 3-4 rangs où c'est pertinent d'attraper le fil sur une même zone. Donc là, vous voyez, hop, là c'est pertinent. Je l'ai fait, pas que les écarts soient très grands, hein. C'est genre 10 mailles max, mais j'ai un fil contrastant rouge sur du blanc. Très mauvaise idée. En plus, le patron a un échantillon de 24 mailles sur 10 cm, donc sport ou DK. Elle utilise une fingering assez épaisse et du mohair. Moi, ça ce serait trop chaud.
Déjà que comme ça, je suis pas sûre de pouvoir le porter à Noël, ce pull. Il fait rarement très très froid ici en décembre. Mais je voulais quand même le faire. Et je voulais le faire plus léger, en espérant que ce soit portable. Donc j'ai choisi de prendre directement le fil sport et j'utilise la Pernia de Filcolana, qui est un poil fine pour cet échantillon, donc c'est pas hyper dense, vous voyez, c'est un peu limite. Et donc faire du jacquard rouge sur blanc, pas déjaugé mais presque. Si j'aurais dû croiser les fils, ça se voit instantanément de croiser les fils ici. Et donc c'est moche, donc raison de plus pour faire le ladder back. Et donc le ladder back, si vous avez jamais vu, c'est ça. Vous pouvez suivre un tuto de Claude Tricot, hein. Elle en a un qui est très très clair, comme toujours avec ses tutoriels. Et donc en fait on crée une fausse maille qu'on va tricoter à l'envers dans la couleur contrastante, et vous voyez ça attrape, hop, ça attrape les brins derrière. Le truc sur ce modèle là, c'est qu'il y a quand même quelques rangs unis sans le coloris contrastant, vous voyez là entre les petits points et au-dessus du cœur. Et le truc c'est que je voulais pas arrêter mon ladder back et le reprendre juste après. C'était pas très pertinent, parce que quand on arrête le ladder back, on tricote la maille invisible avec une autre maille. Et ça se voit un petit peu, moi, sur ma maille blanc et rouge. Donc je veux arrêter mon ladder back à un endroit pertinent où c'est proche de la fin du motif. Et je veux pas avoir à l'arrêter et à le remettre en place 15 000 fois. Donc j'ai quand même continué à faire courir mon fil rouge, même sur les rangs où il n'y avait que le coloris principal. Juste pour le faire suivre, pour pas avoir arrêté mon ladder back. Ça m'a aussi forcé à adapter un petit peu le motif. Par exemple, vous voyez ici sur cette maille là qui est juste au-dessus de mon doigt, la maille au-dessus là, normalement elle n'existe pas. Donc je l'ai rajoutée pour pas avoir à croiser mon fil justement, sur ce rang qui était normalement juste en coloris principal. Mais donc voilà, ça fonctionne très bien le ladder back, vous voyez. Alors qu'il y a des augmentations juste là, hein, donc les irrégularités viennent des augmentations, mais on voit pas forcément mon coloris rouge ici, donc c'est très bien. J'ai presque fini normalement, je pense que je dois faire encore 7 ou 8 rangs avant de pouvoir arrêter le ladder back, parce que pour le coup il y aura vraiment très très peu d'espace entre les motifs. Et ce sera beaucoup plus facile en termes de gestion de tension et de fil sur l'arrière, puisqu'ensuite le reste du pull, les motifs sont assez petits. Je me demande juste peut-être sur là où il y a les petits bonhommes qui se tiennent la main, la farandole. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits, là il y a 5 mailles, là il y a quoi? Là il y a 7 mailles, je mettrai un point. Voilà, j'adapterai un petit peu le motif, je rajouterai des points ici et là pour pas avoir à croiser les fils. Je prie également très très fort pour que vous vous en doutez, le rouge ne déteigne pas. J'ai jamais eu le cas, j'ai pas souvenir d'un moment où un coloris de Pernia a vraiment dégorgé. Mais je ferai très attention au froid de lingettes, lingettes pour décoloration, machin, éventuellement vinaigre, voilà. Mais j'avais vraiment envie de ces coloris, comme à peu près sur le modèle. Et je suis assez contente. Encore une fois, c'est pas le jacquard le plus dense, donc c'est pas très régulier. Ça ira très bien au blocage. Sauf si ça dégorge, du coup. Mais ça m'amuse, ça m'amuse. Et j'avance assez vite dessus, je sais pas si je l'aurai fini. L'idée c'est pas spécifiquement, encore une fois, de pouvoir le porter à Noël, puisque je sais pas s'il fera suffisamment froid pour que ce soit possible. Mais c'est juste mon petit tricot festif du moment. Et tricot télé.
qui avance également, puisque ça, donc faut que j'ai les yeux sur la grille. Mais j'ai un tricot en jersey pour le soir. Avec Marius, on a commencé juste hier à jouer à Blueprints, qui est un jeu d'investigation de puzzle. On est assez intrigués. Le truc, c'est que Marius est très lent. Marius, vraiment... Même quand tout indique qu'il n'y a rien dans une pièce, il faut absolument qu'il passe 4 fois sur chaque élément pour vérifier. Il a raison parce que parfois il y a des trucs, mais c'est juste... Moi je suis un peu là, je veux faire des puzzles. Allez. C'est sympa, pour l'instant c'est très simple. Mais il y a plein d'infos et donc j'alterne en fait entre mon tricot et de prendre des notes pour essayer de se souvenir d'éléments qu'on a trouvés par la suite. Bref. Mon projet, donc, tricot, télé, jeu, machin, c'est le Imatra de Fiona Alice, qui est un gilet color block, col V. J'ai un truc dans l'œil, terrible. Color block, col V, j'ai dit, hein. Épaule tombante. Donc j'ai fini le dos. J'ai plein de fils qui pendouillent parce que les épaules seront ensuite accrochées avec un rabat à 3 aiguilles. Et donc j'ai laissé des fils suffisamment longs pour le faire, même si la configuration du rabat à 3 aiguilles va être un petit peu particulière parce que... on fait la patte de boutonnage en jersey double que sur le devant. Sur l'arrière de la nuque, c'est des côtes. Et donc, on doit accrocher le haut de la patte de boutonnage aux côtes de la nuque dans la continuité du rabat à 3 aiguilles. Et j'aimerais bien essayer de faire en sorte de ne pas avoir 15 milliards de fils à rentrer. Donc, on verra. On verra comment ça se bidouille. Donc, le dos. Le dos. Avec des rangs raccourcis sur les épaules, pas beaucoup, mais un petit peu. Un gilet qui va avoir beaucoup d'aisance, hein, donc c'est pas non plus nécessaire de faire 1000 rangs raccourcis. Et voilà. J'ai fini un demi devant, avec donc les diminutions, viens ici toi, avec les diminutions pour le col V. Voilà. Et j'ai commencé l'autre demi devant et je suis encore sur la zone toute droite avant de commencer les diminutions du col V de ce côté. Donc voilà, et les manches seront dans ce coloris là. J'hésite un peu à faire les poches. Si je suis les instructions du patron, les poches sont faites dans le coloris du dos. Mais j'ai un peu peur que d'avoir les poches noires là comme ça, c'est un peu trop. Peut-être que je ferai les poches dans ce coloris là aussi. Je préfère vraiment. Faudra que je vois, je ferai les poches en dernier parce que la patte de boutonnage sera aussi dans ce coloris là, plus les manches. Est-ce que ça me fera pas le même effet? Est-ce que le fait d'avoir ce coloris là déjà situé comme ça n'adoucirait pas le contraste du noir? Je verrai plus tard. Mais voilà, juste du jersey. J'utilise la Soundless Garn Duo qui est un mélange à peu près moitié-moitié de mérino et de coton qui est... faut un petit peu faire attention parce qu'elle se dédouble beaucoup. Forcément c'est moins souple que de la pure laine, donc ça peut me faire un petit peu mal aux mains si je me crispe. Étant donné que j'essaie de ne pas dédoubler. C'est mieux évidemment sur ce coloris clair que ce que ça ne l'était sur le noir, mais je m'en sors pas mal. Je dédouble assez peu, j'ai pris le coup de main je pense. Voilà. J'avance, je n'ai absolument aucune idée du type de bouton que j'utiliserai pour ce gilet. J'ai des boutons chez moi là, mais assez farfelus à chaque fois et donc c'est pas forcément que je trouve très très beau, hein, mais j'ai pas encore trouvé exactement comment les utiliser et je commence à manquer de boutons plutôt simples. Voilà
pour cette petite introduction de vlog. Je vous laisse avec la suite du programme. Bien, bonjour, je viens vous montrer le pull que j'ai tricoté pour ma mère, terminé. Donc, le modèle Lillehammer de Ellis Knitwear, tricoté en Friendswool de Hobby. Très bonne association, laine, patron je trouve. Si vous voulez une déca avec un joli panel de couleurs qui fonctionne bien pour du jacquard, qui est une bonne laine à jacquard, donc il y a quand même cet aspect un peu laineux, tout en étant relativement douce et peu chère. Vraiment, je trouve que ça rend très très bien. Et voilà le pull fini. C'est marrant parce que je me souvenais que quand j'avais commencé à le tricoter, début novembre, fin octobre, je disais oui, peut-être que j'aurais pas fini à temps pour Noël. Je pense que j'avais oublié à quel point le tricot de ce motif était addictif. C'est vraiment une très très bonne bulle de tricot. Donc voilà, il est bien long parce que c'est ce qui convient mieux à ma mère pour sa morphologie. Moi, il m'arrive un tiers de cuisse, ce qui ne m'irait pas du tout. Mais voilà, je pense... Je ne l'ai pas essayé finalement. Je pense que j'ai un peu la flemme d'interrompre mon tricot au moment où j'aurais dû... où j'ai repris le bas du projet. Parce que pour rappel, j'avais fait un montage provisoire, parce que c'est un modèle qui se tricote, le corps se tricote de bas en haut. Donc j'avais fait un montage provisoire ici. Et ensuite, j'ai repris les mailles pour faire les côtes dans ce sens, pour les faire plus ou moins longues. Et je vais un peu... ça tombait pas bien pour lui faire essayer, j'avais envie de tricoter les côtes. Et donc c'est ce que j'ai fait. En mesurant, en comparaison avec d'autres projets que j'ai tricotés pour ma mère, ça me paraît largement... Le truc fait presque 70 cm depuis l'épaule jusqu'en bas, ce qui est quasiment une tunique. Mais voilà, je pense que ça lui fera un beau pull doudou. Pas forcément la coupe de pull qu'elle porte plus souvent, mais elle m'avait demandé spécifiquement celui-ci. Je lui avais bien dit, t'as bien vu qu'il est énorme. Et elle me dit, oui. Ma mère est assez frileuse, donc c'est pas plus mal qu'elle ait des gros trucs doudou aussi. Même si c'est pas forcément ce vers quoi elle se tourne pour ses tenues de travail, etc. Elle porte beaucoup, mais les tricots que je lui ai fait au travail, elle a pas mal de mes prototypes aussi de modèles. Donc elle est très friande de tricot. Et donc je suis vraiment contente d'avoir fait ce projet qui lui sera offert à Noël. J'ai un truc dans l'œil. Supportable. Ensuite, je voulais vous montrer... Alors ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je voulais vous montrer mon avancée sur mon gilet Imatra. Donc, qui est un gilet épaule tombante, col V, color block, avec une construction notamment au niveau de l'encolure un petit peu particulière. C'est un projet que je tricote le soir. Très mauvaise idée. Alors certes, c'est un projet complètement en jersey, mais en ce moment avec Marius, il me semble que je vous l'ai dit au début de ce vlog, on joue à un jeu Blueprints. On est très fan. C'est un jeu de puzzle. Et, attendez. Le truc, c'est que c'est plein de puzzles différents. En fait, il y a un mystère global. Si je vous fais un petit peu le synopsis de base, je vais pas trop vous en dire parce que c'est vraiment hyper intéressant de découvrir au fur et à mesure. Mais en gros, on joue un jeune garçon de 14 ans qui vient d'hériter de son oncle son manoir et son empire, on ne sait quoi. Sauf qu'il y a il y a une petite condition à cet héritage, c'est que notre oncle nous dit, tu viens dans le manoir, et en fait, il faut que tu trouves la chambre numéro 46, la pièce numéro 46. Sauf que dans le manoir, il n'y a que 45 pièces. On dit, qu'est-ce qu'il raconte le vieux? On comprend rien. Et il y a un petit twist, c'est que on n'a que une seule journée pour explorer le manoir. En fait, on a comme une grille, je peux vous montrer parce qu'on a dû faire des dessins. Alors, regardez vite fait, hop, il y a une grille, voilà. Il y a une grille et on commence
on entre dans le manoir et on choisit nous-mêmes le type de pièce qu'il y a. Est-ce que ça va être une chambre à coucher? Est-ce que ça va être la cuisine? Est-ce que ça va être un atelier mécanique? Des choses comme ça. Est-ce que ça va être un salon, etc. Il y a plein de types de pièces différents. Et il faut qu'on essaie de aller jusqu'en haut pour ouvrir une pièce en haut qui potentiellement va nous donner un indice sur comment on fait pour trouver cette pièce mystérieuse. Et à la fin de la journée, bah, si t'as pas réussi, il faut recommencer de début. Et évidemment, tu n'as pas réussi parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il faut recommencer tous les jours à 0 et donc faire des combinaisons pas possibles pour essayer de débloquer des éléments de l'histoire parce qu'il y a tout un mystère sous-jacent. Il y a une intrigue un peu familiale et politique. On a l'impression que potentiellement notre maman qui a disparu s'est retrouvée embrigadée dans des histoires de rébellion, machin. Donc il y a cette espèce de fil conducteur sur l'histoire, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, et en même temps, individuellement, il y a plein de petits puzzles qui nous permettent d'obtenir des objets pour progresser. Et il y a des types de puzzles très très différents. Quand je dis puzzle, je veux dire d'énigmes, voilà, de trucs comme ça. En fait, ça dépend. Voilà, il y a des choses qui sont des calculs, il y a des choses qui sont des déplacements logiques, etc. Et donc il y a plein de choses différentes. Et donc vraiment, en fait, il faut prendre des notes tous les jours. Faut noter absolument toutes les informations qu'on retrouve. Faut faire des schémas. Et notamment, ça, je suis très fière de moi parce que je suis un génie. Je tiens à le dire que systématiquement, je comprends la nature d'une énigme bien avant que le jeu commence à nous donner des indices. C'est arrivé 3-4 fois que je regarde toutes les notes que j'ai prises, etc. et puis que j'ai une illumination et je me dis mais en fait c'est ça, et qu'on commence avec Marius à pouvoir déchiffrer une énigme et qu'après on ait confirmation que le jeu nous le dise de manière un petit peu plus explicite pour nous guider. Le jeu est bien fait, je trouve bien équilibré dans le sens où c'est très stimulant intellectuellement. C'est pas évident. Voilà, il y a certains trucs où on se dit, il y a des types d'énigmes très malines. C'est à chaque fois différent. À chaque fois, il y a une logique qui change. Voilà, c'est pas juste faire des calculs, c'est pas juste trouver un mot de passe ou des choses comme ça. Il y a ça, mais il y a plein d'autres choses différentes. Et à chaque fois, le jeu je trouve qu'il y a un très bon timing dans le sens où quand on n'est jamais paumé. En fait, on n'est jamais je sais pas quoi faire, j'ai pas de solution, je sais pas où avancer, je vois pas comment progresser. Ce qui est souvent le problème que moi j'ai avec les jeux à énigmes, les jeux puzzle, c'est que je suis un peu bête. Je viens de vous expliquer que j'étais un génie, mais je suis un génie parfois un peu stupide. Et que parfois je me sens vite bloquée et que si je vois pas clairement comment progresser, ça me frustre un petit peu. Là au contraire, le jeu vraiment continuellement nous donne la prochaine étape, nous fait apercevoir c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça. Et enfin, on est très très fan du jeu. Mais bon, c'est un peu demandeur quand même en termes d'attention, beaucoup plus que si je regardais juste un film. Ce qui est très marrant aussi, c'est que je vous conseille, si jamais vous aimez ce genre, si ça vous intrigue, le jeu est pas très cher, etc. C'est vraiment un travail monstrueux qu'ils ont fait, que le studio a fait, je crois que ça leur a pris 8 ans, et il y a tellement de détails, c'est tellement tout très minutieux dans l'imbrication des possibilités, enfin c'est très chouette. Il y a une ambiance particulière, etc. Bref. Et si vous jouez à 2, je pense que, ou à plusieurs, je pense que c'est vraiment chouette parce que la multiplication des cerveaux disponibles est vraiment ultra bénéfique parce que comme je vous le dis, il y a des puzzles très très différents. Et c'est vraiment marrant parce qu'avec Marius, on sait tout de suite, on le savait, hein, on sait qu'on n'a pas tout à fait la même façon de penser toujours. Et là, en l'occurrence, c'est très très clair qu'on est tous les deux forts à des énigmes très différentes. Marius, il est très fort pour tout ce qui est spatialisation et tout ce qui demande de planifier en avance. Voilà, de se dire, ok, je vais faire tel truc, ça va avoir telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence, et de pouvoir rétropédaler et de se dire, ok, pour obtenir ce résultat, 6 étapes plus tard, il faut que je fasse ça. Moi, ce genre de truc, vraiment, quand je vois
une énigme comme ça, une pièce où je vois qu'il va falloir bouger des choses en pensant ok je bouge ça là parce qu'après ça va me permettre de bouger ça puis de bouger ça. À chaque fois moi vraiment je regarde l'écran mais et puis il se passe rien. Vraiment c'est éteint à l'intérieur. Je ne comprends rien. Donc je dis ok vas-y et je laisse Marius faire. Et donc c'est à ce moment-là que je peux un petit peu plus me concentrer sur mon patron et c'est ce que je fais. Et inversement, moi j'ai un peu plus de facilité avec les chiffres et les énigmes basées sur le langage et le fait de devoir mémoriser plein de choses. Et du coup c'est vraiment drôle parce qu'il y a en particulier une énigme qui revient assez souvent, un principe d'énigme qui revient souvent, ou qui est basé voilà sur la logique de langage. Et là c'est pour le coup quand j'essaie d'expliquer, je m'en sors très très bien, je comprends assez vite ce qu'il faut faire. Et quand j'essaie d'expliquer à Marius mon raisonnement, bah du coup c'est lui qui me regarde avec le cerveau vide. Oh, je ne comprends pas ce que tu racontes. Donc on est très complémentaires et donc c'est vraiment sympa. Mais voilà, ce que je vous dis c'est que c'est très demandeur en attention. Et c'est peut-être pas le patron idéal pour ça, puisque je suis en train de finaliser l'assemblage du projet, donc, et de faire les manches en même temps. Donc c'est un projet qui se tricote en morceaux. Le patron, à la base, fait faire le dos, les demi-devants, les manches à part, et après on assemble le tout et on finit l'encolure. Moi j'avais pas du tout envie de coudre les manches, j'avais envie de relever les manches autour de l'emmanchure et de les tricoter en rond de haut en bas. Sauf que si je fais ça, pour pouvoir faire les manches, il fallait que je finalise l'assemblage de l'épaule. C'est pas si simple que ça, puisque l'assemblage de l'épaule m'impose de faire aussi la patte de boutonnage, puisque si je vous montre, vous allez peut-être comprendre le micmac. Alors, voilà, donc, tout ceci est fait, l'encolure est faite en 3 parties, mais deux symétriques. Donc on a sur les devants une bande en jersey double. Donc on relève les mailles, on tricote la bande de manière perpendiculaire en jersey double dans une couleur contrastante. Donc ce sera pareil de l'autre côté. Il y aura aussi cette bande de jersey double sur l'autre demi-devant, hop, qui viendra ici. Voilà. Là, il y aura l'autre bande de jersey double avec les boutons, avec les boutonnières. Les boutons seront là. Mais vous voyez que là, au niveau de la nuque, on a des côtes dans un autre coloris encore. On ne fait pas tout le tour en jersey double. Et donc, il faut assembler la patte en jersey double avec le bord vertical des côtes ici. Pour pouvoir ensuite, dans la continuité, hop, faire un rabat à 3 aiguilles et accrocher l'épaule là. Donc là, j'ai fait tout un côté pour avoir une épaule accrochée complètement, vous voyez, et j'ai relevé les mailles ici et j'ai commencé à faire mes manches. J'ai des aiguilles beaucoup trop petites, j'ai des mini circulaires parce que je n'avais pas de 30 cm de la bonne taille. Donc c'est pour ça que c'est tout rabougri. Mais les manches sont faites en côte 4-2 dans le 3e coloris, le même que la patte de boutonnage. Alors, j'ai fait quelques modifications, j'ai procédé de manière différente, j'ai plein de choses, plein de détails à donner. Il faut que j'essaie de m'organiser pour pas oublier et partir dans tous les sens. J'ai fait plusieurs modifications. La première modification la plus simple que j'ai faite, c'est que ma patte de boutonnage est moins large que dans le patron. Le patron fait monter 21 mailles pour cette portion ici. J'ai commencé, c'était vraiment comme ça, hein. C'était énorme. Je comprends pas trop parce que j'ai le bon échantillon, j'utilise le même fil que le modèle. Et quand je regarde le modèle de présentation, ça me paraît plutôt comme ça. Et pas le gros truc mastoc avec les 21 mailles qui sont préconisées. Donc j'ai monté seulement 15 mailles, j'ai rétréci. Et là ça me paraît quand même beaucoup plus proportionné. Première modification. Deuxième modification, c'est que le patron vous fait faire un sacré micmac pour le relevage des mailles, dont je ne comprends pas trop l'objectif. On vous fait relever les mailles avec une couleur, et après on vous fait couper cette couleur et tricoter la patte de boutonnage dans une autre couleur. Et mais je comprends pas pourquoi. En fait, c'est écrit dans le patron, je pense que
l'idée c'est de faciliter l'insertion de la patte de boutonnage. Donc si vous avez jamais fait de trucs comme ça perpendiculaires, en fait, voilà, vous voyez, c'est vous montez des mailles ici, bon en l'occurrence je l'ai fait en haut, mais c'est pareil, vous montez des mailles d'un côté et vous tricotez en aller-retour comme ça, et à chaque fois que vous faites votre rang et que vous arrivez sur le bord ici où vous avez relevé des mailles, vous faites une diminution pour accrocher votre tricot vertical, et au fur et à mesure comme ça vous remontez. Et donc elle explique que en relevant les mailles dans une couleur et en tricotant la patte de boutonnage elle-même dans une autre couleur, ça vous permet d'avoir un bon, ça fait un bon repère visuel, c'est vrai, puisque cette diminution, vous allez tout de suite voir que vous avez une maille d'une autre couleur, et donc que c'est là qu'il faut arrêter et faire votre diminution. Personnellement, j'ai pas besoin de cette aide visuelle, d'autant plus que si j'avais suivi les instructions du patron, j'aurais dû relever les mailles dans mon coloris noir, le coloris du dos. Et j'ai peur, je pense que ça se serait vu, ça aurait pas été très propre en fait, d'avoir les mailles relevées d'une autre couleur. Je pense que ça aurait pas été très net. Et voilà, là ça me paraît beaucoup plus propre. Et ça m'évite de rentrer 15 milliards de fils. Autre chose que je voulais dire. Le truc, c'est qu'il faut relever les mailles, puis tout de suite tricoter, commencer par un rang en droit. Si vous avez déjà relevé des mailles, vous savez que vous relevez des mailles typiquement depuis l'endroit du tricot, et donc le premier rang, vous tournez, ça va être un rang envers. Il y a un moyen d'éviter ça, c'est de relever les mailles avec le bout de votre fil. Vous voyez, là, admettons j'ai une pelote, je dois relever les mailles à un endroit, plutôt que d'accrocher mon fil comme ça, de laisser mon bout de fil pendre et de relever les mailles avec le fil qui vient de ma pelote, ce qui me force après, une fois que j'ai relevé les mailles, à tourner et à être sur l'envers, eh bien je peux relever les mailles avec, hop, le bout de fil. Donc quand je commence à relever les mailles, j'accroche mon fil comme ça et je relève avec le bout qui ne vient pas de la pelote. Je relève, je relève, je relève, je relève, je relève. Et une fois que j'ai fini mon relevage, je reviens ici au début de l'endroit où j'ai, au début de mon relevage, là où j'ai commencé à relever, et je suis en parfaite position pour commencer un rang en droit avec le fil de la pelote qui vient bien de ce bon côté. Voilà. C'est des trucs qu'on fait parfois quand on relève les mailles pour les épaules, etc. Ou en l'occurrence des pattes de boutonnage, puisque donc là j'ai monté les mailles. On tricote la patte de boutonnage du haut vers le bas. Donc en fait, j'ai relevé les mailles en partant. Comment j'ai fait? J'ai relevé les mailles en partant d'en haut avec mon bout de fil, comme je vous dis, celui qui ne vient pas de la pelote. J'ai relevé, hop, comme ça, dans ce sens-là, oui, jusqu'en bas. Là, j'avais un bout de fil qui pendait et j'ai commencé à tricoter ici. Je suis revenue là, j'ai fait glisser avec mon câble et je suis revenue là, où j'avais ma pelote accrochée et où j'ai pu commencer directement en montant mes mailles pour la patte de boutonnage ici, et directement mon premier rang était un rang en droit, comme l'indique le patron. Voilà, donc ça c'est un truc aussi, si vous êtes gaucher, mais que vous tricotez de manière classique, comme les droitiers, c'est-à-dire en lisant le tricot de droite à gauche. Voilà, vous avez vos mailles sur votre aiguille de gauche et vous les faites passer sur votre aiguille de droite. C'est la manière classique, on lit comme quand vous lisez une grille, les rangs en droit c'est de droite à gauche. Si vous tricotez complètement en miroir, parce que vous êtes gaucher et que vous inversez tout, il n'y a pas de problème. Mais, ça m'est souvent arrivé de voir des gens qui tricotaient comme les droitiers, donc de droite à gauche, leurs mailles sur l'aiguille gauche et ils les font passer petit à petit sur l'aiguille droite, sauf quand ils devaient relever des mailles, parce que c'est assez inconfortable de relever des mailles quand on est gaucher, dans le sens des droitiers et inversement. Sauf que le problème c'est que si vous relevez les mailles comme un gaucher, donc de gauche à droite, mais qu'après vous voulez tricoter comme un droitier, vous n'êtes pas sur le bon côté. Voilà. Vous allez vous retrouver justement sur l'endroit du tricot, alors que dans la majorité des cas, le premier rang après le relevage, c'est un rang envers.
Et ben donc faites ça, faites ce que je viens de vous dire, plutôt que de relever avec le fil de la pelote, relevez avec un bout de fil, parce que comme ça vous pouvez faire votre relevage qui est beaucoup plus confortable pour vous quand vous êtes gaucher dans ce sens-là, mais puisque vous avez pris l'habitude de tricoter de droite à gauche comme les droitiers, après vous êtes du bon côté pour commencer un rang envers. Voilà. Bref, je pense que si vous êtes déjà tombé dans ce genre de cas de figure, vous avez compris. Je pense que si ça vous est jamais arrivé, vous avez dit qu'est-ce qu'elle raconte, on comprend rien madame. Mais voilà. Donc, c'est un des premiers trucs que j'ai modifié. J'ai juste relevé les mailles avec la couleur de ma patte de boutonnage. Première modification que j'ai faite. Deuxième modification que j'ai faite, le début et la fin de la patte de boutonnage, on nous indique de faire un montage et un rabat à l'italienne. Voilà, si vous m'avez déjà vu, vous vous doutez que moi, dès que je vois les mots rabat à l'italienne, rabat tubulaire, tout rabat qui m'implique d'utiliser une aiguille et non pas une aiguille à tapisserie supplémentaire et non pas mes aiguilles principales, vous voyez tout de suite que mon niveau de flemme excède. Vraiment, c'est astronomique. Et donc, j'ai pas eu envie de faire ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un montage provisoire ici, à la turque. Ensuite, j'ai rabattu la moitié de mes mailles ensuite. Je pense que ça se voit un peu. C'est pas super propre. Je sais pas comment j'aurais pu... En fait, ce que le patron indique de faire, c'est donc de faire un montage à l'italienne et un rabat à l'italienne. Et ensuite, en fait, ici, on doit relever les mailles depuis la patte de boutonnage. Puis, relever des mailles ici, sur le côté, là, du bord des côtes de la nuque. Et ensuite seulement faire un rabat à 3 aiguilles. Donc ça fait, en fait, utiliser 15 000 bouts de fil juste pour relever les mailles sur cette portion-là des deux côtés pour pouvoir les rabattre ensemble. Non. Pas envie. J'avais pas envie de relever les mailles. Vraiment, ça me paraissait... voilà. J'ai pas envie de prendre un petit bout de fil là pour faire ça. Donc j'ai choisi de bidouiller mon montage provisoire pour... je pense qu'honnêtement ça aurait pas forcément été plus propre si j'avais relevé les mailles dans du jersey double, bref. Et j'ai relevé les mailles sur le côté avec mon fil de rabat ici. Parce que c'est pareil ça aussi, hein. Elle dit de tricoter, de relever les mailles avec une autre couleur que le blanc là. Je comprends pas. Pourquoi je le ferais pas avec la couleur du truc, enfin, bref. Donc bon voilà, j'ai fait comme je vous le dis en gros un montage provisoire et ensuite si vous comprenez le principe du jersey double, je vous ai dit que j'ai monté 15 mailles mais là vous en voyez que 7-8 en fait. C'est parce que le jersey double donc c'est un tube et donc j'ai monté 15 mailles mais en gros une maille sur deux se retrouve un peu en miroir, un peu en face disons. Et donc, j'ai pu rabattre une maille sur deux pour me retrouver que avec 7 mailles que j'ai raccrochées aux 7 mailles que j'avais relevées de mon bord de côte ici. Voilà, donc c'est pas nickel. Je pense que si j'avais fait comme j'ai fait en bas. Donc en bas, j'ai refermé avec un remaillage comme une pointe de chaussette, un Kitchener Stitch, puisque c'est essentiellement la même chose qu'un rabat à l'italienne. C'est juste que les gens décident qu'ils aiment pas faire le Kitchener Stitch, mais ils se jettent tous comme des affamés sur le rabat à l'italienne, alors que c'est la même chose. Voilà. Et c'est juste que ça fait plus... je sais pas, c'est plus à la mode de dire je fais un rabat à l'italienne plutôt que de dire je fais un grafting, un remaillage comme une pointe de chaussette, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est la même technique, voilà. La disposition des mailles est juste, plutôt que d'être l'une en face de l'autre comme sur un grafting de chaussettes, bah, toutes les mailles sont imbriquées ensemble sur une même aiguille. Mais c'est le même mouvement. Donc si vous aimez l'un et pas l'autre, vous pouvez repositionner vos mailles de sorte à faire celui que vous préférez. Si vous préférez faire le rabat à l'italienne mais que vous aimez pas trop attacher une pointe de chaussette, mais que le rabat à l'italienne vous aimez bien, ben prenez vos mailles de pointe de chaussette et juste vous en mettez une sur une de la première aiguille, une de la deuxième aiguille
comme un rabat à l'italienne, de sorte à vous retrouver avec une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert sur votre aiguille. Et vous pouvez faire la même chose si vous préférez faire du rabat à l'italienne. Voilà. Moi je préfère faire un remaillage normal, donc j'ai refermé ici. Et vous voyez, je sais pas, je me dis si j'avais relevé les mailles à partir de là, si j'avais fait pareil en haut, puis que j'avais relevé des mailles, je sais pas si ça aurait été forcément très élégant non plus. Bon, ça va. Quand je l'ai fait au début, j'ai trouvé ça très très moche. Après, j'ai un peu corrigé ma tension, en rentrant les fils qui étaient là, parce que du coup là j'avais 15 000 fils à rentrer, hein, tout de même, moins que j'en aurais eu 37 000 si j'avais suivi le patron, mais bon, vu qu'on utilise plusieurs couleurs, forcément j'avais quelques fils à rentrer. En rentrant mes fils, j'ai fait en sorte de resserrer le truc, d'essayer d'aligner un petit peu les choses, et c'est moins moche qu'au début, ça me convient, de toute façon ce sera là, personne ne verra rien, j'aurai ma crinière dessus, et voilà. Je sais pas si c'était très compréhensible. Mais en gros, voilà mes modifications. J'ai rétréci la largeur de la bande de jersey double. J'ai relevé les mailles à chaque fois avec la couleur avec laquelle j'allais tricoter la portion pour laquelle je relevais. Je n'ai pas fait de montage et de rabat à l'italienne, mais j'ai fait un montage provisoire et un grafting en bas. Et voilà. Ça m'a permis de minimiser le nombre de fils à rentrer. Et je suis plutôt contente de ce que ça donne pour l'instant. Je vais donc faire ma manche. Je voulais faire une manche avant de raccrocher l'autre côté. Notamment parce que les manches là en côte, ça va être un peu plus facile à tricoter. Plutôt que d'essayer de à la fois suivre le jeu, suivre mon patron, suivre les modifications que je veux faire. Donc voilà. Je vais faire ma manche. Les manches, il y a quelques diminutions. Oula. J'hésite. Mais où est-ce que j'ai mis? Parce qu'il me faut quoi? C'est du 3,25. Il me faut 3,25. Ah, c'est sur mon pull de Noël. Zut. Je suis en train de faire des manches aussi sur mon pull de Noël. Et donc c'est là qu'est mon câble de 30 cm. Avec ce numéro d'aiguille. Bref. J'ai un peu peur. En fait, typiquement quand ça m'arrive de faire ça, là, de tricoter sur une trop petite circonférence, souvent après je me rends compte que j'ai des problèmes de tension, que je me suis crispée. Et donc j'ai pas envie que ma manche soit trop serrée. Parce que je déteste ça. Donc, sur ma taille, il y a des diminutions tout de suite. On commence tout de suite à faire des diminutions. Je pense que je vais faire moins de diminutions et de toute façon je vais pas les commencer tout de suite. Je vais tricoter jusqu'à mon coude parce que moi ma forme de bras fait que voilà, très droite en fait, jusqu'au niveau du coude. J'ai pas de diminution à faire ici. Et ensuite c'est après le coude par contre que oui là ça s'affine beaucoup plus vite et beaucoup plus significativement par rapport à mon biceps et mes ailes. Donc je vais tricoter la manche sur 10-15 cm tout droit et après je vais commencer à faire des diminutions. J'ai pas encore cousu le côté, donc là c'est encore ouvert en fait sous l'emmanchure. Vous voyez, c'est encore ouvert. Parce que j'avais la flemme de coudre en essayant de suivre le jeu et de décortiquer les illuminations. Parce que voilà, ce que je vous dis, c'est que des fois j'ai des éclairs de génie. Mais après, il faut que j'assume, il faut que je suive ma pensée, ce qui n'est pas toujours fait de manière très constante. Hein, c'est-à-dire voilà, il y a un moment le cerveau il s'allume, mais il faut qu'il reste un petit peu allumé quand même, hein, et des fois c'est pas très clair. Des fois c'est un peu le jeu de on allume et on éteint l'interrupteur un peu trop rapidement. Mais bon, en tout cas, je suis tout de même très contente de ce que ça donne pour l'instant ce projet. J'aime bien mes combos de couleurs. Je vous disais que j'étais pas sûre parce que voilà mon dos qui est très foncé
et ensuite les devants très clairs et la patte de boutonnage et les manches un peu entre les deux. Finalement, je trouve que c'est pas mal, que ça rend bien. Je sais toujours pas comment je vais faire les poches. Donc admettons, hop, j'ai ma manche ici qui sera de cette couleur. Est-ce que je fais les poches en noir ? Je sais pas, je trouve que c'est dur. Ou est-ce que je fais la poche comme ça, mais en même temps ça fait, du coup ça fait un peu trop. Ou est-ce que je fais, je fais une poche en noir et une poche en caramel. Ah, c'est pas mal, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire une poche en noir, une poche en caramel, puisque mon problème c'est que le noir ça fait trop contrasté, le caramel ça fait pas assez contrasté, bah je vais faire les... Enfin ceci, si j'ai peut-être pas assez de noir pour... En plus j'ai pas assez de noir je pense pour faire deux poches. Si c'est bon, j'exagère. De toute façon les poches je les ferai à la fin. J'ai des poches, on fait un carré avec un rabat en haut en jersey double d'ailleurs. Je sais pas s'il est fait directement en jersey double ou s'il est replié. Et après les poches sont cousues. Donc je peux le faire à la fin. Voilà. C'est pas si moche de loin. De là ça va. De là, bon. Oh. Non, je pense que ça va. De toute façon, je accrochais des pièces avec un... J'ai envie de dire grain, comme si c'était du bois, avec une direction de tricot opposée, et qui plus est dans des textures compliquées, dans des textures différentes, parce que si c'était du jersey dans les deux cas, ce serait pas un problème. Mais attacher le bord vertical de côte au bord horizontal de jersey double, je pense que c'est compliqué d'avoir un truc vraiment complètement invisible. Ça doit se faire. Moi, vous savez, je pinaille rarement sur les finitions. C'est pas vraiment mon plaisir de tricot d'avoir des choses extrêmement peaufinées, enfin parfaites dans les détails. Parfois oui, mais c'est assez rare. De manière générale, je suis un peu ça ira. Mais voilà, pour les tricots sur lesquels je bidouille en ce moment, je pense vous montrer, je vais avancer un petit peu sur mon pull de Noël et vous le montrer, c'est trop beau. J'en suis vraiment très très contente. Et je pense que je publierai ce vlog dans pas trop longtemps, donc mi-décembre. Voilà. Je viens vous montrer l'avancée sur mon pull de Noël, Northern Augustins 9 de Augustins Anne-Sophie Vueling. Je suis trop contente. Donc j'ai effectivement fini par faire un Frankenstein des tailles. Donc j'ai fait le haut en taille 1, le corps sera en taille 2 et les manches sont en taille 3. Ça marche nickel. C'est super. Je l'ai essayé, il me va très bien, je suis contente. Le col est un peu étroit quand même, hein. Donc je vous préviens, les gens qui aiment vraiment pas ça, faites gaffe. Montez directement si le pull vous intéresse mais que vous voulez un col beaucoup plus dégagé, directement après les côtes il y a un rang assez significatif d'augmentation. Montez directement ce nombre de mailles là parce que moi ça va, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais je vais quand même essayer en bloquant de le coincer un peu comme ça. Bref, très 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 contente. Et j'ai fini une manche. J'ai fait quelques diminutions avant les côtes du poignet. Le patron n'a aucune diminution, les manches sont très droites. Et en fait, ça aurait été vraiment un peu clownesque, je trouve, sans avoir un tout petit peu de diminution. Mais voilà une manche terminée. Je trouve vraiment que l'enchaînement en fait de motifs figuratifs et géométriques, les combinaisons sont vraiment très très jolies. C'est vraiment bien pensé. Parce que là vous voyez pas, mais sur le corps il y aura d'autres petits motifs figuratifs, des petits personnages qui se tiennent la main.
Et je trouve que c'est très harmonieux. C'est assez facile de faire des trucs qui jurent quand on fait ça, parce que soit c'est trop géométrique, soit les trucs figuratifs sont un peu trop enfantins, et du coup vraiment ça clash. Et là je trouve que non, tout fonctionne très très bien, c'est très harmonieux. C'est vraiment, vraiment joli. Je peux pas commencer l'autre manche parce que du coup je suis en train de me battre à déplacer mon aiguille. C'est terrible, j'ai tellement d'aiguilles et évidemment, vous le savez, hein, il manque toujours celle dont on a besoin. Et là en l'occurrence, je me suis rendu compte, c'est vraiment, mais je pensais vraiment pas, hein, du 3,25 en soit 40 soit 30 cm de circonférence du câble quoi, je n'ai pas, j'en ai qu'un. Et ça me paraît quand même bizarre parce que c'est un numéro d'aiguille que j'utilise beaucoup. Bon, bref. Du coup, j'en ai racheté une Adi Lace que j'attends, qui va arriver dans quelques jours. Parce que pour l'instant, mon autre aiguille pour faire les manches, elle est sur mon tricot du soir. Et je vais avancer ça aussi. Maintenant que c'est sur une partie plus tranquille, sur les manches c'est juste des côtes, et du coup je veux absolument pas faire du Magic Loop sur le jacquard, ce serait catastrophique niveau tension, et voilà, déjà que hein, j'ai à la fois hyper hâte de le bloquer, notamment parce que ben, vous voyez le jacquard doit se lisser, hein, surtout que en fait là où j'ai fait du ladderback, vous voyez ça fait des petites plissures. Si je vous montre, hop. Voilà, c'est pas que c'est trop serré, ce qui peut arriver, et ce qui peut être aussi la raison de plissure. Là, c'est juste que en fait, il y a le fait d'avoir une ligne droite continue, bah ça forcément ça marque. Mais une fois lavé, je sais que la pernilla elle va se lisser. C'est aussi la pernilla que je porte là d'ailleurs, c'est le pull Maple Flower qui est un de mes modèles. Et je sais qu'elle va bien se lisser. Après, c'est un peu le double tranchant de faut que je laisse bien la laine s'imbiber, en même temps, faut surtout pas que ça dégorge. Donc ça va être, il faudra que je fasse attention quand je vais bloquer ce pull, mais c'est très très joli, je suis vraiment contente. Patron très simple, hyper clair, vous pouvez y aller. Alors il y a un peu le... C'est marrant, hein, c'est pas la première fois que je remarque, c'était aussi le cas sur des patrons de petites knits. Il y a une façon scandinave d'écrire des patrons qui parfois pas qui est pas explicite, mais qui demande de savoir se dépatouiller dans certaines techniques, et en même temps il y a certains points où je trouve qu'elles sont pas du tout économes dans dans les instructions, notamment sur les rangs raccourcis. Par exemple, elle ne dit pas, je dis jamais d'ailleurs qu'on fait des rangs raccourcis à l'allemande, elle dit pas dans les instructions tournez le tricot et faites un rang raccourci, non, elle écrit littéralement l'action, donc glissez la maille, enfin mettez le fil sur l'avant, glissez la maille comme pour la tricoter à l'envers, tirez le fil sur l'arrière pour mettre les deux brins, et elle écrit ça à chaque fois. pour toute la séquence de rangs raccourcis, elle fait pas d'abréviation. Voilà, elle fait pas d'explication technique ailleurs, non, elle écrit un truc comme ça, là, ça fait que les rangs, ils sont vraiment... Vraiment, il y a un rang sur une page, quoi. Et c'est marrant, et pareil, à chaque début de rang, elle commence en disant « Start at beginning of round », donc commencer au début de rang, à chaque rang. Bah oui. Alors parfois, enfin, notamment au niveau des rangs raccourcis, c'est pertinent de repréciser, ok, cette fois-ci c'est bon, vous restez là, mais même, enfin, partout en fait, sur tout le tricot, elle écrit, elle commence chaque rang en disant commencez au début du rang. Je dis, mais sinon où? Je vais pas couper le fil, glisser plein de mailles pour rejoindre le fil au hasard quelque part. Pourquoi je ferais ça? Alors, parfois c'est bien d'expliciter des choses qui paraissent évidentes, parce que c'est vrai que des fois on fait des trucs en tant que tricoteuse où on se dit mais qu'est-ce que où je suis allée pêcher cette interprétation, mais là je trouve quand même que c'est pas forcément nécessaire dans un patron de tricot de commencer chaque rang en disant commencer au début du rang. Oui, je vais pas commencer à la fin, enfin je comprends pas. C'est surtout le décalage en fait entre c'est un yoke avec du jacquard, elle est pas forcément ultra explicite, notamment dans les rangs d'augmentation, elle dit juste augmenter X mailles sur tout un rang, elle fait pas le calcul elle-même. Et après,
Vous voyez, elle suppose du tricoteur qu'on sait comment répartir des augmentations uniformément sur un rang, mais elle suppose pas qu'on sait qu'il faut commencer le rang au début du rang. Un peu bizarre. Mais voilà, le patron est très bien, très clair, il n'y a pas de souci, très aéré pour le coup. Mais voilà, il y a deux grilles différentes sur les manches en fonction de la taille, parce qu'on ne se cale pas de la même façon. Moi forcément avec mes modifications de taille j'ai un peu bidouillé, mais je suis retombée facilement sur une des deux grilles. Et j'aime beaucoup ce motif. Je trouve que ça rend très très bien. Voilà. Donc, ça va être en pause le temps que je récupère mon autre aiguille, que je reçoive mon autre aiguille pour continuer la manche, parce que j'ai vraiment pas envie de reprendre le corps avant d'avoir fait les deux manches, parce que même si je pense que je vais largement avoir assez de fil, est-ce qu'il me reste un pelote rouge? Oui, il me reste 2 pelotes rouges. Je veux vraiment pouvoir ajuster la longueur du corps en fonction de ce qui me reste, mais je pense que je le ferai assez crop tout de même, parce que de toute façon sinon ça ne marche pas. J'ai commencé le dernier carré de ma couverture Year by Piece de Needle and Feather. Donc ça y est, on est au mois de décembre. Ah, attendez, c'est un gros tas de fils emmêlés. Alors, le dernier carré. Au bout, je suis vraiment contente d'avoir tenu le rythme toute l'année. Tout est emmêlé, c'est terrible. Donc c'est donc un patron de jacquard, c'était un cal mystère, et tous les mois on avait une grille avec des motifs pour le mois. Donc le mois de décembre est très sobre niveau couleur, puisqu'on est sur du bleu marine et du blanc. C'est tout. Et je n'ai pas assez de bleu marine. Toutes les autres couleurs, il faut 10 couleurs hein, sur toute la couverture. Toutes les autres couleurs, j'ai du rab, voire parfois beaucoup de rab des autres couleurs. Genre il me reste systématiquement une ou deux la plupart du temps, mais au moins une pelote de chaque autre couleur, sauf le bleu marine, j'en ai plus. Et je peux pas finir mon carré. J'ai pensé à utiliser un des autres bleus, parce que j'ai un bleu clair, j'ai un bleu vert et j'ai un bleu plus pétant canard turquoise, mais j'aurais vraiment dénaturé l'esprit du carré de décembre. Enfin, je cherche des excuses. J'avais pas envie. Donc j'ai commandé une pelote de bleu marine, c'est n'importe quoi. Après, en fait, c'était assez compliqué vu qu'elle avait pas tout designé en avance de prévoir une quantité de fil. Donc elle avait donné des quantités de fil indicatives pour chaque couleur, mais je pense qu'elle a parfois un peu changé ce qu'elle avait prévu en termes d'utilisation de couleur tel ou tel mois. Et là, c'est pas de bol, parce qu'en fait j'ai pu faire les 2/3 du carré. Non, ouais, si, les 2/3 du carré. Mais il m'en manque pour le finir. Une petite montagne enneigée. Des ours. Des kitschouilles, hein. C'est mignon. Des ours polaires. Et ça, je croyais que c'était des pingouins, mais en fait, je ne pense pas. Je pense que c'est des... Et il y en a beaucoup au Royaume-Uni, en Écosse, avec un gros bec. Ça commence par un M. Puffin en anglais. Bref. Pourquoi je connais le nom des oiseaux en anglais et pas en... C'est terrible. Macareux. Oula. Je pense que c'est plutôt des macareux que des pingouins. Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est rigolo. Et voilà, donc il me manque, j'ai commencé, il y avait le prochain carré c'est un flocon, et j'ai commencé, et voilà, c'est fini. Il n'y a plus de bleu. Et donc il me manque celui-ci et 2 autres. Donc pareil, ça j'attends, je peux pas continuer, donc il va falloir que je continue mes autres encours plutôt que de me distraire avec des choses un peu nouvelles. C'était vraiment très sympa parce qu'en fait ça m'a fait faire, voilà, ça me fait faire une couverture alors
Va falloir que je l'assemble et que je fasse... Bah tiens, je peux l'assembler en attendant... Je peux commencer à assembler. Attendez, je vais récupérer les autres carrés. Je pense que je peux commencer à l'assembler. Parce que ouais, va falloir que je l'assemble, va falloir que je fasse une bordure. Je vous avais dit peut-être que je ferais une bordure en jacquard. En fait, parce que j'ai pas envie de l'accrocher après. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon rectangle, je vais tout accrocher. Et je vais faire, j'ai un peu envie, il me reste vraiment beaucoup de couleurs, donc je veux faire une bordure. D'autant plus que, comme je vous dis, la couverture va pas être très très grande. Donc je veux faire une bordure pour l'agrandir. Assez significative. Je pense que je vais faire une portion de la bordure en jersey, en faisant un truc genre perpendiculaire, vous savez. Genre je me mettrai sur un côté, comme ça, de la couverture. Je monterai des mailles comme ça, et j'avancerai comme ça pour, au fur et à mesure, accrocher ma bordure au bord. Ça me demandera de relever un seul côté, en fait, ce qui est pas mal. Et de faire voilà, une bande sur chaque côté, toujours pas décider à ce que je fais dans les coins. Je pense que vraiment les coins, je vais les laisser tranquilles. Et ensuite, j'aurai cette bordure en jersey. Et ensuite, sur cette bordure en jersey, là, je vais relever et je partirai comme ça, peut-être en point mousse, pour éviter que ça roulotte. J'ai bien envie d'essayer de faire ça. En faisant un peu un jeu de rayures différentes, peut-être que la portion en jersey, je vais utiliser toutes les couleurs, essayer de faire un truc vraiment multicolore, bonbon, tout ça. Mais si on récapitule novembre, ça va. Octobre. Alors quelqu'un en commentaire m'a dit que les chouettes ressemblaient à E.T. Je ne l'ai pas du tout vu, jusqu'à ce que je me rende compte que, en fait, oui, si vous ignorez ça là, si vous ignorez les sourcils de la chouette et qu'on regarde juste là, effectivement, oui, je le vois aussi. Mais donc, octobre. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Bon. Septembre, avec le pommier de la mort. C'est vraiment pas très sympa niveau gestion des 3 couleurs. Août. Très joli août. C'est vraiment pas mes couleurs, pour le coup je suis pas très jaune, mais je trouve que ça rend bien. Juillet, qui est un de mes préférés. Juin, qui est mon préféré. Parce que voilà, j'aime beaucoup le choix de couleurs, j'aime beaucoup les motifs, mais qui est un peu trop palo à mon goût, pour même que quand même sympa. Avril, que j'aime beaucoup aussi, avec ses branches de cerisier. Mars. Février. Et janvier. Voilà, voilà. Et ouais, je pense que je vais commencer à l'assembler. Comme ça, ce sera avancé. Et est-ce que je vais avoir un côté? Mais je pense que j'aurais pas fini de l'assembler avant que mon autre aiguille... Qu'est-ce que je fais? Avant que ma pelote... Oui, parce que c'est ça en fait, je suis en attente d'une aiguille et d'une pelote. Terrible. C'est terrible. Enfin non, en l'occurrence, la pelote, je sais pas combien de temps elle va mettre, parce que j'ai tergiversé à un moment, et j'ai juste commandé hier, début décembre, c'est pas la meilleure idée, niveau envoi de colis. Donc je sais pas, ça n'a même pas encore été expédié, alors que ça fait... J'ai commandé hier ou avant-hier? Hier. Honteux que c'est pas déjà été expédié. Honteux. Insupportable. C'est hobby, hein, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire que je vais faire une pause dans les vidéos. Tout va bien.
Je voulais juste vous prévenir pour pas que vous, si vous me voyez disparaître, pour pas que vous vous demandiez ce qui se passe. Tout va bien, c'est juste au contraire un truc positif qui va me prendre pas mal d'attention et j'ai vraiment envie que ça se passe bien. Donc je ne sais pas pour combien de temps, mais je vais pas forcément prendre le temps de filmer. Oui. Ça klaxonne. Je vis dans des impasses et donc quand ça klaxonne, c'est quand même assez... Quelqu'un est très énervé. Contrairement à si c'était une route très passante. Est-ce que je peux finir ce que j'étais en train de dire? Je sais pas combien de temps, je pense que je vais peut-être partager un petit peu plus sur Instagram, alors de manière un peu contradictoire parce que ça fait très longtemps que j'ai délaissé mon fil de publication Instagram, mais en fait ce qui est compliqué pour moi sur Instagram, ce qui me demande beaucoup trop d'énergie, c'est d'écrire des descriptions. Ça a toujours été un problème, mais alors là... Donc, en fait c'est idiot, parce que je peux publier des photos sans description et puis c'est très bien, je vous mets un emoji plus ou moins approprié, et puis ça ira. Voilà, donc si jamais vous voulez suivre l'avancée de mes projets, il faut que je fasse quelques photos, notamment j'ai pas fait de photo du pull de Marius, puisque donc j'ai commencé à lui offrir son calendrier de l'Avent, il est très content, c'est à chaque fois, donc je lui fais un cadeau un jour sur deux, et à chaque fois, c'est une surprise, puisque c'est comme s'il oubliait le principe. Oui, donc il est très content pour l'instant que je lui ai offert le pull de Noël et des mitaines. Et je crois que le prochain cadeau de demain, c'est un Junimo. C'est le Junimo, je crois. Parce que j'ai pas gardé trace de ma planification. Donc il faut que je prenne quelques photos de différents projets et je les posterai peut-être sur Instagram si vous voulez continuer à voir ce que je tricote et avoir confirmation que je suis en vie. Mais voilà, je reprendrai peut-être les vidéos d'ici quelques mois, je ne sais pas. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Voilà, profitez bien des vlogmas. J'avais commencé à regarder un des vlogmas de Lisandre. Donc... Voilà, je vous laisse là pour la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Passez une belle après-midi, soirée, en fonction de quand vous regardez. Et je vous dis à plus tard, peut-être sur Instagram ou dans quelques mois ici sur YouTube. Voilà, des bisous, en avance, hein, bonne année 2026. Voilà, ciao.